Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. En 2008, le système financier mondial vacille. Les banques sont au bord de l'effondrement, les marchés paniquent et les gouvernements débloquent des centaines de milliards d'euros pour sauver certaines institutions financières. Mais rapidement, une question provoque la colère d'une partie de la population. Pourquoi sauver les banques pendant que des millions de personnes perdent leur emploi ou leur logement? Derrière cette crise apparaît une réalité fondamentale. En finance, allouer des ressources n'est jamais totalement neutre. Chaque décision de répartition révèle des priorités, des arbitrages et parfois des rapports de pouvoir. Quand on parle d'argent, on imagine souvent qu'il suffit de partager. Mais en économie, les ressources sont limitées. Et lorsqu'une ressource est limitée, chaque décision implique un choix. Investir ici, c'est renoncer ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'allocation des ressources. Une entreprise doit constamment décider d'augmenter les salaires, investir dans une nouvelle usine, verser des dividendes, rembourser sa dette ou conserver de la trésorerie. Un État doit choisir entre financer l'hôpital, l'éducation, la défense ou réduire les impôts. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ces décisions ne sont pas purement techniques. Les chiffres aident à décider, mais ils ne disent jamais seuls ce qu'il est juste, utile ou prioritaire. Le cas de la crise financière de 2008, qui fallait-il sauver? En septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers déclenche une onde de choc mondiale. Le système bancaire est paralysé, les gouvernements craignent alors un effondrement du crédit, des faillites en chaîne et une crise économique majeure. Face au danger, des plans de sauvetage massifs sont mis en place. Des banques sont recapitalisées, certaines sont nationalisées et les banques centrales injectent des quantités gigantesques de liquidités. L'objectif officiel est clair, empêcher l'effondrement du système financier. Mais très vite, une partie de l'opinion publique ressent une profonde injustice. Pourquoi? Parce que pendant que certaines institutions financières sont sauvées, des entreprises ferment, le chômage explose et des millions de ménages perdent leur logement. Le problème n'est pas seulement économique, il devient aussi politique et moral. Les gouvernements considèrent que sauver les banques est nécessaire pour protéger l'économie entière. Mais beaucoup de citoyens voient surtout que certaines pertes sont socialisées, pendant que certains profits restent privés. Le plus intéressant, c'est que les deux raisonnements peuvent être cohérents. Car en finance, allouer des ressources signifie souvent choisir quelles conséquences semblent les moins dangereuses. Dans les théories économiques classiques, le marché est souvent présenté comme un mécanisme efficace. L'idée est simple, le capital va là où il est le plus rentable. Mais rentable ne signifie pas toujours utile collectivement. Par exemple, certaines activités très profitables attirent énormément de capitaux. La spéculation financière, l'immobilier de luxe, certaines plateformes numériques ou les rachats d'actions. Pendant ce temps, des secteurs pourtant essentiels peuvent manquer de financement. Les infrastructures, la santé, la transition énergétique ou la recherche fondamentale. Pourquoi? Parce que les investisseurs cherchent principalement le rendement, la liquidité et le niveau de risque acceptable. Le marché répartit donc souvent les ressources selon la rentabilité attendue, pas nécessairement selon les besoins collectifs. Les 4 critères derrière les décisions d'allocation. Le premier critère, la rentabilité, c'est souvent le critère dominant. Les entreprises et les investisseurs privilégient naturellement les projets capables de générer du profit. Cela peut sembler logique, mais ce critère favorise parfois le court terme, les activités spéculatives ou les secteurs déjà très financés. Deuxième critère, le risque. Deux projets peuvent avoir le même potentiel, mais pas le même niveau de risque. Résultat, les ressources vont souvent vers les acteurs déjà solides, déjà rentables ou déjà puissants. En finance, l'argent va souvent plus facilement vers ceux qui possèdent déjà des garanties. Troisième critère, le pouvoir de négociation. Les décisions financières sont aussi influencées par les rapports de force, le lobbying, les intérêts politiques ou le poids économique de certains acteurs. Pendant la crise de 2008, certaines banques étaient considérées comme too big to fail, autrement dit trop importantes pour être laissées en faillite. Et quatrième critère, la vision du futur. Allouer des ressources, c'est aussi choisir quel futur on veut construire. Investir dans l'intelligence artificielle, l'éducation, la défense ou la transition écologique ne produit pas les mêmes sociétés. Derrière chaque allocation financière, il existe implicitement une hiérarchie des priorités. Ces mécanismes ne concernent pas uniquement les États ou les banques centrales. Dans les entreprises aussi, les dirigeants arbitrent constamment entre plusieurs objectifs contradictoires. Par exemple, augmenter les salaires ou préserver les marges, investir dans l'innovation ou maximiser les profits à court terme, privilégier les actionnaires ou renforcer la stabilité de long terme. Parfois, les entreprises très rentables licencient malgré tout.
Pourquoi? Parce que l'objectif peut être d'améliorer les marges, rassurer les marchés ou soutenir le cours de bourse. Une décision financière peut donc être rationnelle économiquement tout en restant contestable socialement. Aujourd'hui, les organisations disposent d'algorithmes, de modèles financiers, d'intelligence artificielle et d'une quantité immense de données. On pourrait donc penser que les décisions deviennent enfin objectives, mais les arbitrages restent profondément humains. Pourquoi? Parce que les modèles ne définissent pas ce qui est juste, ce qui mérite d'être prioritaire ou quel risque une société accepte de prendre. Les données peuvent aider à optimiser une décision, elles ne suppriment jamais les choix politiques ou humains. Les meilleurs dirigeants ou investisseurs ne sont pas ceux qui croient à une allocation parfaitement objective. Ce sont souvent ceux qui comprennent les limites des modèles, les conséquences sociales des décisions et les arbitrages cachés derrière les chiffres. Ils savent qu'une décision financière crée toujours des gagnants et des perdants. Surtout, ils comprennent une idée essentielle. Allouer des ressources, ce n'est pas seulement gérer de l'argent, c'est décider quelles activités vont grandir, quels projets vont disparaître et parfois quel futur devient possible. En conclusion, la crise de 2008 a révélé une réalité souvent invisible. Derrière chaque décision financière, il existe un arbitrage. Choisir où va l'argent, c'est aussi décider ce qu'on protège, ce qu'on développe et parfois ce qu'on accepte de sacrifier. Et ces choix ne reposent jamais uniquement sur des calculs. Ils reflètent aussi des intérêts, des priorités et une certaine vision de la société. Comprendre la finance, c'est donc comprendre que l'argent n'est pas seulement un outil économique, c'est aussi un outil de décision et de pouvoir. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner et à le partager. Et si vous souhaitez que j'analyse certains mécanismes économiques, financiers ou managériaux dans de prochains épisodes, n'hésitez pas à me le suggérer. À très bientôt dans Comprendre la finance.